J'ai un bac en enseignement. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du 5e quart. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christian Tapin, qui est un homme avec tellement beaucoup d'expérience. Il a coaché, actuellement, il est assistant coach au RUGEA universitaire, mais dans le fond, il a coaché à tous les niveaux, que ce soit collégial, que ce soit secondaire, même au primaire. De base, c'est un prof de primaire. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce qu'il fait parce que vous allez voir, il explique beaucoup mieux que moi. Mais c'est un professeur au primaire qui a énormément de contenu. Puis ça faisait déjà quelques fois qu'on m'écrivait pour me dire hey, ça serait vraiment cool d'avoir un épisode sur le mini basketball, un petit peu sur ce que j'appelle moi la base de la pyramide. Souvent, on essaie de voir là, le basket sous forme de pyramide. En termes de mini, est tout en bas. L'universitaire est tout en haut de la pyramide. Puis bon, ben, entre tout ça, il y a les autres niveaux collégial, secondaire. Fait qu'on a traité d'à peu près tous les niveaux, sauf le mini. Aujourd'hui, c'est le premier épisode qu'on traite du mini à 200%. Vous allez voir, même si tu ne coaches pas nécessairement les plus jeunes, je pense que c'est un épisode qui peut être vraiment intéressant, que tu peux apprendre beaucoup, que tu sois un parent, un coach ou un joueur. C'est sûr, tu peux ressortir de là avec des réflexions puis des trucs. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai, c'est bon de savoir. Je prendrai pas trop de votre temps. Si jamais tu aimes le podcast, je t'invite à partager, commenter, liker l'épisode. C'est vraiment ça qui aide le podcast à grandir davantage. Avant de commencer l'épisode, un petit point rapide. Je lance officiellement le Patreon du 5e quart. Le Patreon, c'est quoi? C'est un site ou aussi une application sur votre téléphone. Sous une petite somme là, de 5$ par mois, tu peux t'abonner. Ça sert juste à soutenir le podcast. Ça va me permettre d'augmenter la qualité, d'avoir des meilleurs micros, des meilleures caméras et tout. L'idée, c'est vraiment pas d'enlever du contenu aux épisodes. L'épisode que vous allez écouter, il est complet. Mais le Patreon, c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Là-dessus, il va y avoir des discussions supplémentaires, du contenu qui va être un petit peu plus exclusif à Patreon. Puis comme je vous dis, c'est surtout une façon de supporter le projet. Pour cet épisode-là avec Christian, il y a un extra de 15 à 20 minutes environ qui va être disponible sur Patreon. Puis les épisodes sont toujours disponibles 2 semaines en avance sur le Patreon. Sur ça, je vous dérange pas plus. Je vais laisser Christian se présenter. Bon épisode. J'ai un bac en enseignement primaire, préscolaire. C'est comme ça que j'ai commencé à être en contact avec les jeunes. Avant, j'ai travaillé dans les terrains de jeu, puis j'ai été entraîneur aussi. Je dirais depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, après que j'ai commencé à m'impliquer comme entraîneur, à donner des coups de main un peu partout dans différents sports. Fait que là, j'ai travaillé pendant 27 ans dans les classes avec des jeunes du primaire, comme titulaire de classe. Beaucoup au 3e cycle, avec les jeunes de 5e, 6e année. Moi, c'est une clientèle avec qui j'avais je te dirais, une affinité naturelle plus que les plus jeunes. J'ai fait ça principalement dans 2 écoles. Donc, l'école Gilémont à Val-Bélair, puis l'école de l'accueil à Saint-Émile. C'est les 2 écoles où j'ai travaillé principalement. Et puis là, depuis 2 ans maintenant, je suis conseiller pédagogique en mathématiques pour le Centre de services scolaires de la capitale. Puis en fait, j'ai fait comme 2 ans de mentorat, mes 2 dernières années comme prof, pour aider les jeunes enseignants. Puis là, ben, j'ai vu que c'était cool aussi d'accompagner des adultes. Tu sais, dans le coaching, on accompagne les jeunes, mais d'accompagner des jeunes adultes dans leur début professionnel. Fait que c'est comme ça que j'en suis venu à devenir le conseiller pédagogique. Donc, ça, c'est le parcours professionnel. Au niveau du parcours de coach, ben, j'ai commencé, c'est comme je te disais, dans beaucoup de sports, j'ai été comme assistant-entraîneur très jeune. Moi, mon père a été entraîneur longtemps. J'ai comme suivi les traces, si tu veux, naturellement. Étant le plus vieux de 4 enfants qui ont tous fait du sport, ben, à un moment donné, je me suis retrouvé à donner un coup de main. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, ben, je me suis mis à entraîner dans différents sports. Au basket, c'est depuis 2002. Mais avant ça, j'ai coaché au baseball, je coachais au hockey, je coachais au soccer. Fait que c'est ça. Puis au basket, j'ai fait 10 ans au mini. Donc, de 2002 à 2012. Ça fait une dizaine d'années avec les filles. Après, je suis allé au secondaire. Donc, j'ai fait 3-4 ans au secondaire. Puis après ça, j'ai fait le saut collégial, où j'ai été entraîneur en division 2, entraîneur-chef pendant 3 ans. 2 ans comme assistant en division 1, toujours avec les filles. Puis là, ben, je suis retourné au secondaire après mes 3 années collégiales. J'avais comme besoin de souffler un peu, de récupérer. Je suis retourné au secondaire. Puis là, ben, l'opportunité est venue là, d'aller travailler là, avec Guillaume puis tout le monde à l'Université Laval. Fait que là, c'est ça, là, je suis en train de terminer ma 3e année avec le Rouge et Or. Donc, de 2002 à aujourd'hui, tu as toujours coaché à tous les années sans arrêter? Sans arrêter. Exactement. Quand on parle d'avoir la passion d'enseigner, passion du coaching, je pense que tu représentes bien ça. Ben, merci, mais écoute, à un moment donné, moi, j'arrête pas de dire que c'est ma drogue. Tu sais, c'est comme, puis honnêtement, ça nous permet de décrocher. Moi, c'est toujours ça que j'ai trouvé intéressant.
c'est que tu pars du travail pour aller entraîner, puis tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses la coupure, tu tombes dans d'autres choses. Puis moi, être dans un gym, ça a toujours été un plaisir. Tu sais, j'ai toujours dit que la pire journée dans le gym, c'est quand même meilleur que la meilleure journée au bureau. Ça nous amène à changer les idées, ça nous amène à voir autre chose. Puis je trouve que ça apporte un bel équilibre. Vraiment, vraiment d'accord avec ça. Euh, je t'en parlais un petit peu plus tôt, là, avant de commencer l'épisode. Il y a beaucoup de gens qui me parlaient d'un épisode sur le mini. En fait, c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler là, du fameux bas de la pyramide, là, du commencement du basket. Puis c'est jamais des intervenants qui sont faciles à trouver, puisque souvent les gens, c'est pas ce qu'ils préfèrent commencer avec les plus jeunes. Tout le monde veut avoir les plus vieux le plus vite possible. Fait que ça fait en sorte que beaucoup de gens qui quittent qui quittent ça rapidement, qui quittent le mini rapidement, ou des parents qui entraînent leur enfant, puis dès que l'enfant termine, ils quittent lui aussi. Fait que ça a été très, très difficile au début de trouver le bon intervenant, jusqu'au temps où est-ce que je pense à toi, où est-ce que justement, tu l'as dit, t'es dans le top de la pyramide, fait que d'avoir tout vécu du mini à l'universitaire, ça va permettre quand même de nous aider à se faire une tête sur, je pense que tu l'as dit, sur un peu développer cette passion-là auprès des jeunes. Je pense qu'en mini, c'est le plus important. Toi, quand tu commences au mini, tu commences-tu parce que tes enfants sont là? Tu commences-tu juste parce que tu veux commencer à coacher? En fait, c'est une drôle d'histoire. C'est parce que moi, dans mon école, on était une des rares écoles où il n'y avait pas de sport scolaire. Puis moi, ben, étant un gars de sport, j'ai toujours pensé que le sport, c'était une école de vie. Puis que ça nous aide. Moi, là, si j'avais pas eu le sport, je serais pas resté à l'école. Très honnêtement, Félix Arthur, le sport m'a gardé là. Fait que je me suis dit, je suis certainement pas un cas unique. Il y en a certainement d'autres qui ont besoin de ça. Je réfléchissais à l'école, puis finalement, ben, écoute, l'idée m'est venue, là, ah, ben, tiens, du basket, ça coûte pas cher, premièrement. Tu sais, à l'époque, moi, Val-Bélair, c'était plus défavorisé. Ça a beaucoup changé depuis 20 ans, mais à ce moment-là, fait qu'on cherchait quelque chose qui était accessible. Donc, présente ça au conseil d'établissement que je voudrais mettre ça sur pied avec la direction, puis tout ça. Finalement, ça fonctionne. C'est comme ça que ça a débuté. Puis pourquoi on est allé vers les filles? Parce que les petits gars, il y avait du hockey, il y avait du soccer. Les petits gars, il y avait déjà beaucoup de sport à l'extérieur de l'école. Les filles, il n'y en avait pas tant. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers les filles. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Donc, en 2002, ça fait quand même longtemps. On a commencé comme ça avec une équipe. Je te dirais avec des débuts pas faciles. Premièrement, quand tu veux implanter quelque chose de nouveau dans une école, ça lève pas nécessairement tout seul. Alors, tu vois, la première année, il a fallu que je fasse, je te dirais, 2 fois le tour des classes. Puis on avait quand même 4 classes par niveau, là, 4, 5, 6, ça fait une douzaine de classes, c'est quand même un beau potentiel. Mais malgré tout ça, à la fin, j'avais que 9 filles qui voulaient jouer. De quel âge à quel âge? De 4e à 6e année. Yeah. J'avais juste 9 filles qui voulaient jouer. Tu sais, je peux comprendre, là. Tu sais, c'était pas connu, ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Finalement, on a réussi à être 10 parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée à l'école puis qui a dit, ah ben moi, ça me tenterait peut-être. Fait qu'on a commencé avec 10 filles. Pas nécessairement la meilleure équipe, pas le coach le plus expérimenté non plus. Ça a été des débuts pas faciles. Je te dirais, le premier match, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que ça a fini un genre de, écoute, 44-4. Tu sais, un match de mini qu'on a perdu, une sincère volée. Tu sais, le lundi, j'ai dîné avec mes joueuses, puis là, je dis, bon, ben là, on fait quoi? Parce que, tu sais, on est partis, ils étaient tous un peu découragés. Les jeunes ont dit, non, non, Christian, on va travailler fort, puis on va continuer, on va s'améliorer. Puis écoute, notre première victoire, c'était allé après Noël. On a réussi à gagner notre premier match. Plus on allait, plus la saison avançait, plus les parties étaient serrées, par contre. Fait que, tu sais, on voyait qu'il y avait quand même une certaine progression. Et moi, je faisais beaucoup, beaucoup aussi dans l'école, je te dirais, de publicité par rapport au basket. Fait qu'à chaque fois qu'on avait des résultats, même s'ils n'étaient pas bons, j'allais l'annoncer à l'intercom. Je signalais des performances aussi de joueuses. Peu importe, pas nécessairement statistiques, mais très bon match défensif de la part de Juliette, mettons, etc. Puis, une chose qui vraiment m'a aidé, là, ça va être drôle, c'est le merch et les t-shirts, ces affaires-là. J'en avais fait faire, puis j'en donnais à tout le monde dans l'école, secrétaire, direction, les autres profs, les autres jeunes. Fait qu'à un moment donné, le monde, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis ça a créé comme un engouement. Ce qui fait que la deuxième, tout de suite après la première saison, à l'époque, le mini, ça se terminait au mois de mars.
C'était pas comme aujourd'hui, la saison était un peu plus longue. Fait que moi, tout de suite après, j'ai enclenché le processus pour l'année d'après. Donc, j'ai commencé mes sélections au mois de mars. Là, cette fois-là, on a eu une trentaine de filles qui se sont présentées. J'avais réussi à les attirer dans le gym. Puis on a quand même eu une bonne équipe là, l'année d'après. On a monté de catégorie, on a eu une saison gagnante. Fait que c'est comme ça que la roue a commencé tranquillement, pas vite. Là. OK, puis là, tu arrives avec 30 filles, fait qu'il faut déjà que tu commences à trouver d'autres entraîneurs. Comment tu fonctionnes pour ça? C'est toi qui ramasses plusieurs équipes? En fait, là, je te dirais que comme je m'attendais pas à ça, la deuxième année, on a été obligé de faire des coupures. On a fait juste une équipe. On a gardé 14 filles. Mais à partir de la troisième année du programme, là, je les ai toutes gardées. On a fait 2 équipes. C'est moi qui entraînais les 2 équipes. OK. C'était comme ça. Puis j'avais comme 3 soirs de pratique. Fait que le lundi, je pratiquais avec une. Le mercredi, je pratiquais avec l'autre. Puis le samedi matin, on pratiquait les 2 équipes ensemble. Fait que ça nous permettait d'avoir vraiment 2 entraînements. Puis j'avais fait une équipe de plus vieille puis une équipe de plus jeune. Fait que j'avais comme une équipe de 5-6 puis une équipe de 4-5, si tu veux. Puis le fait de pratiquer ensemble, ça aidait beaucoup mes plus jeunes. Fait que c'était vraiment intéressant. L'année suivante, là, j'ai eu un autre entraîneur qui est venu me donner un coup de main. Parce qu'à un moment donné, le temps, ça s'invente pas. Tu as parlé un petit peu de travailler avec des plus jeunes, mais surtout les plus jeunes travailler avec des plus vieilles ou des plus vieux. Est-ce que l'année où est-ce que tu es tombé à 2 entraîneurs, t'as-tu gardé un petit peu cette philosophie-là ou vous êtes tombé un petit peu plus chacun de votre côté? On était un petit peu plus chacun de notre côté, mais moi, j'ai toujours eu comme principe d'inviter des jeunes de l'autre équipe dans mes pratiques. Fait que, tu sais, on n'avait pas de pratique commune, mais à chaque pratique, j'invitais 2 ou 3 filles de l'autre équipe, des plus jeunes, à venir avec nous, tu sais, pour justement là, garder un peu ce lien-là entre les 2 équipes. Puis aussi, ben, tu sais, moi, je pense que quand les jeunes voient vers où tu peux t'en aller puis ce que tu peux atteindre, ben, ça t'amène à travailler plus pour atteindre ça. Fait que, on a gardé ça un peu, oui. OK. Puis, dans les premières années, où est-ce que tu commences un petit peu à tout gérer? T'as-tu eu des embûches dans les premières années ou ça a quand même bien été puisqu'il y avait une progression quand même assez rapide? Ben, il y a quand même eu des embûches. Je te dirais que des embûches d'organisation au niveau de l'école. Tu sais, entre autres, le partage du gym avec le service de garde, c'était vraiment pas simple. Fait que ça a été, je te dirais, au début, problématique là, de trouver des plages pour faire pratiquer les filles tout le temps, puis d'avoir des plages là, avec du temps, puis tu sais, vraiment pour faire des pratiques de qualité. Fait que ça a été comme un embûche au départ. Le fait que c'était pas très connu aussi, j'avais pas la collaboration de tout le monde dans l'école. Tu sais, je te donne un exemple bien simple, mais tu sais, des fois, on partait en tournoi, mettons, on partait le vendredi après-midi parce qu'on allait à l'extérieur. Il y a des enseignantes qui étaient pas contentes. Tu sais, ouais, là, mes élèves, ils manquent de l'école, puis fait que, tu sais, ça a pris un certain temps avant que l'école, tout le monde dans l'école embarque euh, avec nous là-dedans. Mais tu sais, au fur et à mesure, les gens embarquaient. Puis tu sais, je te dirais que les dernières années, c'était vraiment le fun. Là. Tu sais, on avait une agente de bureau euh, que j'appelais ma deuxième maman. Là, tu sais, elle qui me faisait mes payes d'arbitre, mes payes de marqueur, les paiements, elle faisait tout ça. J'avais mon concierge qui était là, qui était, écoute, extraordinaire. Là, avant chaque pratique, il venait ramasser pour être sûr que c'était propre. Avant les parties, il s'assurait de laver le plancher. On réussit à aller chercher ce monde-là puis à les amener. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant, là, tout ce que ça peut faire. Donc, au niveau d'un autre embûche aussi, c'est de créer ton réseau quand tu commences. Tu sais, au mini, ça te prend des officiels mineurs, ça te prend des marqueurs, ça te prend des arbitres. Si tu veux jouer des matchs hors concours, faut que tu aies un réseau d'entraîneurs puis tout ça. Quel tournoi tu peux aller faire, tu sais, sur qui tu peux te fier quand ils te disent non, non, tu vas être de calibre ou tu ne l'es pas. Fait que ça aussi, là, ça a fait partie là, des embûches au départ, là, je te dirais, mais on finit par passer par-dessus ça puis être capable d'avancer. Je pense que c'est juste avant l'épisode, on parlait un petit peu de cette passion-là à transmettre. Là. Souvent, les entraîneurs, on fait ça énormément par passion. Puis c'est une discussion que j'avais avec un entraîneur la semaine passée, c'est comment transmettre cette passion-là? Comment transmettre cette passion-là aux jeunes? Toi, surtout primaire, comment tu transmettais cette passion-là? La première chose, je pense, c'est qu'il faut que tu l'aies pour vrai. Tu sais, tu peux pas jouer le rôle d'être un passionné. Puis je pense que la passion, ça se transmet par tous tes petits gestes au quotidien que tu vas faire avec ces enfants-là. D'abord, ton implication, d'être là tout le temps, tu sais, puis
de leur faire sentir que c'est important quand tu es avec eux. Je viens pas donner ma pratique puis de m'en aller après. Tu sais. Je suis là pour vous. Ça, c'est important. De leur faire voir aussi les bons côtés. Comme je te disais, moi, le sport m'a tenu à l'école, a fait que j'avais des gens autour de moi qui étaient des individus, qui étaient des influences positives, d'essayer d'amener les jeunes à comprendre ça. Tu sais, la passion, je pense, c'est de la vivre, c'est de la façon que tu sais, dans les pratiques, si tu tapes des mains, si t'es vocal, si tu as du plaisir à être là, je pense que ça se communique. Je pense que c'est comme ça que tu vas l'amener, la passion, tu sais. Puis c'est ça. Moi, je te dirais que la fierté, tu sais, une de mes fiertés, c'est vraiment le taux de rétention des athlètes, là. Tu sais, moi, je disais tout le temps la même chose aux parents. Des fois, j'appelais des parents parce que la petite fille voulait jouer. Puis là, le parent, puis j'ai un exemple en tête, là, le père, il me disait, non, Christian, nous, on a un chalet la fin de semaine, elle pourra pas être là. Puis là, moi, j'avais dit, ben écoutez, qu'elle vienne juste l'essayer, puis après, elle viendra juste quand elle peut. Tu sais, si une fin de semaine, vous êtes au chalet, puis on est en tournoi, je comprends ça, il n'y a pas de problème. La petite fille est venue, puis finalement, elle y allait pas au chalet. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça, c'est de les amener là, d'avoir du plaisir avec eux autres, puis de leur montrer à quel point on a du fun à être là avec eux autres. Je pense que c'est comme ça qu'on va transmettre la passion. C'est juste en étant nous-mêmes, en la vivant. J'aime vraiment ça. J'ai envie de dire, quand on entraîne avec les plus jeunes, encore plus de casquettes, où est-ce qu'on tombe aussi assez vite sur les valeurs à transmettre à des jeunes. On est comme à un moment assez charnière de leur développement. Comment tu gardes le côté, on va faire ça le fun, on va bien faire les choses, mais en même temps, on va commencer à inculquer nos valeurs? Ben, tu sais, je pense que quand tu coaches des jeunes, moi, j'ai toujours coaché les jeunes de la même façon. Je te dirais que j'abordais mon coaching du mini de la même façon que j'ai toujours abordé mon coaching, peu importe le niveau. C'est-à-dire que on est sérieux, on fait ce qu'on a à faire, mais on le fait dans le plaisir. Je pense que peu importe le niveau, il faut que le plaisir soit là. Sinon, ça fonctionnera pas. Il faut amener ça. Fait que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire on va faire des séquences de jeux à 3 contre 3. On va travailler des vrais principes, mais on va mettre un système de pointage. On va faire, tu sais, on va rendre ça peut-être un petit peu plus compétitif, mais il faut que le plaisir soit là. Puis le fait aussi de coacher fort sur des choses, tu sais, pas nécessairement sur le résultat. Ça, c'est important aussi parce que, tu sais, quand les jeunes comprennent qu'on veut qu'ils essayent, ben, tu sais, puis que là, ils prennent des bonnes décisions, ben, c'est ça qu'il faut les amener à voir. Puis c'est en travaillant ça avec eux autres qu'ils vont prendre confiance, puis tout ça. Mais c'est ça, je pense que c'est de dédramatiser tout ce qui est en lien avec le résultat. Ça, là, déjà, si tu fais juste ça, le plaisir va être au rendez-vous pas mal plus, là. Exact. Puis, as-tu un avis par rapport à, on va dire justement, à toute cette ligue-là mini qui devient de plus en plus compétitive, qui devient active? Je ne sais pas si c'était comme ça avant. Juste avant d'en parler, si tu pourrais juste nous expliquer un petit peu maintenant ça ressemble à quoi le mini, la ligue mini au sein du RSEQ? Ben écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le RSEQ au niveau du mini. Fait que, tu sais, je peux pas te dire, là, moi, là, ce que je vois beaucoup, c'est du civil. Tu sais, ma fille a pris le programme que j'avais dans le temps. Fait que là, de temps en temps, je retourne faire des tours, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait une compétition qui était là, mais c'était pas tu sais, c'était quand même ça. On voulait gagner. Écoute, il y avait même un championnat provincial mini à l'époque. Puis on allait là, puis c'était une confrérie d'entraîneurs qui était là, puis on était capable, tu sais, de... Je trouve qu'aujourd'hui, la compétition est devenue un peu malsaine, je te dirais. Moi, je le vois comme ça, tu sais, le résultat, les bannières, tu sais. Me suis promené les 2 dernières années beaucoup dans des tournois où on voit des clubs qui vont se sous-classer parce qu'ils veulent gagner des bannières. Tu sais, ça, je trouve ça dommage. Des entraîneurs qui sont très, 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 je cherche le mot, tu sais, je sais pas comment le dire, mais tu sais, pas exigeant, mais tu sais, un jeune qui fait une erreur, puis là, l'entraîneur qui crie, c'est des jeunes qui commencent, tu sais, c'est des... Puis ça, je trouve ça plate de voir ça, là, tu sais, mais c'est ça, je te dirais qu'à l'époque, je sentais moins ça. Je trouvais qu'on était plus là vraiment pour le développer. Puis comme je te disais tantôt, tu sais, moi, ma fierté, c'était quand les athlètes revenaient. Euh, Fait que pour ça, il faut qu'ils soient bien, tu sais. Puis un petit peu dans cette nouvelle ère-là, comment tu peux te transmettre les valeurs de compétition, de dépassement de soi, on va dire d'adversité, mais sans tomber dans l'excès avec ces jeunes-là, tu sais? Ben d'abord,
sais, le dépassement de soi, c'est pas le résultat. Le dépassement de soi, puis moi, j'aimais ça d'en parler beaucoup avec mes jeunes, même au mini. Le dépassement de soi, c'est d'essayer de faire mieux à chaque fois, puis c'est de te comparer par rapport à toi-même. Tu sais, à cet âge-là, c'est du développement. Puis c'est ça que certains coachs oublient. Le développement. Je prends, si je regarde, par exemple, je fais une comparaison avec un autre sport, tu sais, au hockey, s'ils sont pas capables de patiner, ça va être difficile d'arriver à jouer. Mais au basket, on oublie ça des fois. Tu sais, quand tu vas voir un match mini, puis qu'il y a des écrans, puis que les jeunes sont pas capables de dribbler, sais, j'ai de la misère à comprendre ça un peu. Fait que, pour apprendre justement le dépassement de soi aux jeunes, c'est de les amener premièrement dans ce qu'on appelle, en tout cas, une zone proximale de développement. On les amène où ils sont rendus puis où on peut les faire avancer, tout en s'assurant que c'est un défi. Fait que, c'est un peu ça. Fait que d'avoir des exercices qui sont pas pareils pour chaque joueur. Tu sais, des fois, tu peux travailler ton ball handling, puis si c'est un point guard qui est en 5e année, puis déjà qu'il a 2 bonnes mains, peut le faire à 2 mains pendant que l'autre le fait avec une seule main et un seul ballon. Fait que le dépassement de soi, c'est de comprendre qu'est-ce que je peux faire de plus pour devenir meilleur. C'est ça, en fait, puis d'essayer d'être la meilleure version de soi-même à chaque fois qu'on vient dans le gym. Puis ça, même avec les jeunes du primaire, ça s'explique. Tu sais, c'est quoi être la meilleure version de soi-même? C'est dans le fond, c'est de faire le mieux que je peux au moment où je suis là. Tu sais, moi, je faisais beaucoup un lien avec l'école aussi, parce qu'on on avait quand même un suivi académique avec les jeunes. Donner le meilleur de soi-même, c'est partout. C'est partout. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis quand tu le fais, après ça, peu importe le résultat, tu peux être fier de toi. Rentrons un petit peu plus dans le basket, purement basket. T'en as parlé un petit peu là, avec tous les écrans et tout. Là. Il y a beaucoup des fois, t'arrives dans le mini, il y a des écrans, ça ne dribble pas super bien. Selon toi, sur quoi les coachs doivent se concentrer sur le côté basket avec leurs jeunes? La base. La base. Tu sais, c'est ça qu'on oublie. Puis je le sais, maintenant, moi, quand j'ai commencé, merci, on n'avait pas toutes les vidéos, puis les réseaux sociaux, puis tout ça, où on voit des jeunes qui font des step back, qui font des espèces de je sais pas combien de dribbles entre les jambes avant d'aller au panier. T'sais. Fait que c'était plus facile de travailler la base, je pense. Mais c'est vraiment la base, dribbler, passer le ballon, passer des 2 mains. Ça, on voit des jeunes qui arrivent au niveau juvénile, sont pas capables de passer des 2 mains encore. T'sais, lancer, connaître de où je peux lancer, sont où mes forces, moi, en tant que lanceur. Je vais-tu prendre des 3 points ou je suis pas capable? Ça, c'est important de développer au mini, là, vraiment toute la base, puis que le joueur apprenne à se connaître, puis de faire jouer tout le monde partout. C'est pas parce que tu en as un grand 5e année qu'il faut qu'il joue à l'intérieur. Il faut que le jeune apprenne à dribbler, il faut que le jeune apprenne à lancer. Ça, c'est important. Au niveau stratégique, même les bases, juste le mouvement sans le ballon. Les jeunes sont très, très attirés par tout ce qui est le ballon. Mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui dribble, qui attaque, on ne voit pas les jeunes bouger. Des fois, il y en a même qui bougent, mais qui vont se mettre dans les jambes de la personne qui va attaquer. Ça, je te dirais que c'est des choses qui sont importantes de travailler très jeune, puis de pas hésiter à le faire beaucoup, beaucoup avec du 3 contre 3. Beaucoup de jeunes vont toucher au ballon. Il y a du mouvement, il y a de la place. C'est facile de travailler du jeu à 2, du jeu à 3, puis tout ça. Moi, je pense que c'est beaucoup ça qu'il faut développer quand on est au mini. Juste le footwork aussi. J'arrive au panier, il y a un défenseur qui arrive, je bloque. Ben là, je peux pivoter, je peux revenir. C'est toutes des petites choses qu'on peut travailler avec eux autres. Là. Aller faire du finish à un ballon en dessous des bras, puis aller finir avec l'autre main. Juste pour travailler justement ta touche des 2 côtés. C'est toutes des choses là, qu'il faut développer jeune. Puis dans le fond, c'est de remplir leur coffre à outils avec tout ce qu'ils vont avoir besoin quand on va arriver avec un niveau de stratégie qui va être plus grand. Quand tu arrives au moment où il faut que tu prennes des écrans sur ta main gauche, tu vas être capable de dribbler de ta main gauche. Ça vient fermé, tu vas être capable de passer de ta main gauche. C'est tout ça, je pense, qu'il faut qu'on développe et qu'on mette l'accent. Les clubs mini qui le font bien, ils en ont du succès. Des fois, je trouve qu'au mini, je te dirais que même à plusieurs niveaux, mais des fois, on veut overcoacher. On pense qu'on va gagner parce qu'on amène des stratégies que l'autre équipe ne sera pas capable de défendre. Si nos jeunes n'ont pas ce qu'il faut et ne sont pas rendus là, ça ne sert à rien. Guillaume Giroux, avec qui je travaille à l'Université Laval, il y a une phrase super pour ça. Il dit « On ne gagne pas avec le savoir de l'entraîneur, mais avec ce que les filles vont avoir appris. » Fait que ça sert à rien de penser que c'est ça. Faut pas overcoacher, faut les amener à travailler la base. Puis je pense que comme ça, on va en avoir du succès. Là. Super. Puis là, juste en t'écoutant parler, on se rend compte que, OK, il y a énormément de stock à apprendre à mes jeunes, autant par
sur les valeurs, puis sur le devenir un bon individu, mais aussi beaucoup sur le joueur ou la joueuse de basket. Maintenant, comment tu peux faire pour maximiser ton temps? Parce que là, souvent, tu en as parlé un petit peu des plateaux et tout. Beaucoup de coachs au primaire, au secondaire aussi, mais qui vivent ça, ce manque de plateau-là, ce manque de disponibilité-là. Comment je peux maximiser mon temps de pratique avec tout ça? Je te dirais que moi, là, ce que je me faisais un devoir de faire, c'est que le moins d'attente possible pour les jeunes, puis la majorité du temps où je pouvais travailler avec tout le monde un ballon dans les mains, c'est ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, puis d'enchaîner, puis de pas non plus avoir... Tu sais, au niveau mini, là, je roulais peut-être dans toute ma saison, 20 drills. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu montes des drills puis tu as beaucoup d'explications, ben là, t'en perds du temps. Tu sais, ce que tu veux, c'est être efficace. Qu'avoir les mêmes drills, avoir des breakdowns, c'est commencer avec un drill très simple, juste ajouter un petit quelque chose, d'ajouter un petit quelque chose. Ça nous fait gagner énormément de temps. Et je pense que si on focus aussi sur les bonnes choses, pas passer une demi-heure à pratiquer une sortie de balle, là, mais travaille à tes joueurs, comment se démarquer, puis tu vas régler ton problème. Tu sais, puis ça va te servir dans toutes les facettes du jeu. Fait que d'essayer de focuser sur les choses qui vont te servir beaucoup plus, d'éviter les temps d'attente, là, ça c'est. Puis d'avoir des mots-clés. Souvent au mini, c'est payant, tu sais, d'avoir des mots-clés au lieu de longues phrases, que ce soit pour nommer des drills, que ce soit pour des mouvements, tu sais. Puis je vais te donner un exemple, mais tu sais, comme moi, quand je voulais que le rebond reste haut, ben, tu sais, moi, je leur disais, hey, là, tu sais, je leur racontais une histoire à un moment donné, là, c'est du mini, on s'entend, mais tu sais, je disais qu'il y avait le pays des géants puis le pays des petits. Puis là, ben, quand la balle est restée en bas, je disais, hey, pays des petits, ouf! Puis, tu sais, là, ils relevaient la balle. Puis, on voulait pas que ça reste là, tu sais. Toutes sortes de petits trucs comme ça, là, qui peuvent nous amener à gagner du temps, là, je te dirais, mais vraiment, là, de s'assurer que les jeunes sont en participation tout le temps, éviter l'attente, faire du 3 contre 3 au lieu d'avoir du 5 contre 5 avec des jeunes qui touchent pas au ballon, le faire sur les deux côtés du terrain au lieu d'avoir des équipes qui sont en attente, tu sais. Super. Ça me permet aussi, t'en as parlé là, vaguement, mais t'as parlé un petit peu de mouvement off-ball, là, de savoir se déplacer sans la balle puis d'être utile dans ces moments-là. Comment tu réussis à le travailler de base, tes mouvements off-ball? Oui, avec les jeunes, mais tout court aussi. Ben, c'est beaucoup de commencer avec du deux par deux. Ce que je fais quand, par exemple, moi, je commençais par expliquer où je voulais le positionnement offensif. Bon, ben, quand je pars d'un spot, par exemple, si je dribble sur ma main droite puis que moi, je suis à la gauche, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'était beaucoup je suis tiré par la balle ou je suis poussé par la balle. Fait que c'est juste de commencer ça à deux. Puis en même temps, tu peux intégrer ton jeu de pied. Donc, tu travailles à deux. Puis quand j'arrive à côté du panier extérieur-intérieur, pivote, passe la balle à la fille qui est à l'extérieur, qui t'a suivi. Donc, qui est arrivé sur ton spot de départ. Fait que tu le travailles à deux comme ça, puis après de le travailler à trois. Donc, d'y aller progressivement comme ça. C'est un très bon exercice d'échauffement. Je rentre, je drive, assis en arrière, j'arrête, je pivote, je passe à lance. On peut le faire comme ça. Fait que c'est beaucoup de répétitions, surtout avec le mini. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui fonctionneront pas dès le départ, puis il faut pas s'en faire à tous les niveaux. Juste de le faire comme ça, puis d'en faire souvent, à chaque pratique, tu sais, c'est quelque chose qui est efficace, là. Puis de respecter le rythme des jeunes. Souvent, quand on travaille ces choses-là, on veut rentrer dans la même pratique à 2, à 3, puis on veut jouer du 5 contre 5, puis penser que ça va être rentré. Il faut y aller progressivement. Ça, c'est important. On a parlé un petit peu du côté basket, mais un autre point tournant, j'ai envie de dire aux jeunes, chez les jeunes du primaire, mais de plus en plus chez les jeunes du secondaire aussi, c'est les parents dans l'équation. Comment tu, j'ai envie de dire tu gères ça, mais plus comment tu accompagnes aussi les parents dans ce rôle-là qui, bon, on arrive en mini, est très très nouveau pour eux aussi. À moi, en mini, là, je te dirais, puis ça, c'est un autre coach qui m'avait dit de faire ça. Puis je te dirais que je pense que c'était ma 3e année que j'ai commencé à faire ça. D'abord, j'impliquais beaucoup les parents. J'aimais ça les impliquer dans la saison, que ce soit pour la réservation des hôtels, des restaurants, tu sais, des fois quand il y avait des parties pour monter le gym, sortir les chaises, etc. Donc, j'essayais de faire le plus possible pour qu'ils sentent qu'ils fassent partie de l'équipe. Puis après ça, ben moi, j'aimais ça aussi, en début d'année, faire une rencontre. Puis leur expliquer c'était quoi qui est important, c'est quoi le rôle du parent. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis dans les estrades?
quel comportement je vais adopter dans telle ou telle situation. Moi, je leur disais tout le temps, puis tu sais, je trouvais ça drôle, mais je leur disais tout le temps, ton rôle en tant que parent, c'est de taper des mains puis d'acheter la crème glacée en finissant. C'est ça ton rôle de parent. Et à part ça, il n'y en a pas d'autre. Puis, en début de saison aussi, j'organisais toujours un match hors concours. En fait, je divisais mon équipe en deux. J'invitais les parents à venir assister à ça. Puis j'arbitrais le match. Puis j'expliquais aux parents, quand j'arbitrais, pourquoi c'est ça, c'est telle décision. Pourquoi ça, c'est telle décision. Tu sais? Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben vous faites quoi? Vous faites rien. C'est aussi simple que ça. C'est la game. Tu sais? C'est la game. Fait que je pense que c'est de les éduquer. Puis ça, même, j'avais lu quelque part, Coach K à Duke, qui avait les premières années, lui, il trouvait que les étudiants, ils connaissaient pas le basket. Fait qu'il faisait venir la section étudiante, il la remplissait, puis il éduquait. OK, quand je prends un temps mort, vous criez pas. Quand l'autre équipe prend un temps mort, là, vous criez. Tu sais, dans telle situation, voici ce que vous faites. Tu sais, je pense que les parents, il faut leur expliquer aussi. On a des parents, des fois, qui arrivent de d'autres sports, puis tu sais qu'il y a d'autres mentalités. Fait que c'est important de leur expliquer. Puis je pense que plus on explique les choses, plus on les implique, puis plus c'est facile. Même, je te dirais que j'allais plus loin que ça. Des fois, quand, mettons, je savais que, tu sais, au mini, il y a des présences, puis au quatrième quart, tu te joues qui tu veux. Mais moi, c'est sûr que quand je savais, supposons qu'une petite fille, tu sais, j'essayais quand même qu'à la fin de la saison, ce soit équilibré. Là, c'est du mini, c'est du développement. J'ai jamais laissé une fille sur le banc. Moi, t'es dans mon équipe, c'est sûr. Mais des fois, au quatrième quart, ça pouvait arriver qu'une petite fille ait moins de temps de jeu qu'une autre. Ben moi, j'y allais en prévention. Tu sais, de rencontrer les parents avec la petite fille puis d'y expliquer, regarde, tu es en quatrième année, c'est la première année que tu joues, tu es avec des 5 et 6. Ça se peut que dans certaines situations, ces filles-là vont peut-être jouer un petit peu plus que toi, mais toi, tu vas apprendre là-dedans, puis ton temps va venir où ça va être toi qui vas jouer un petit peu plus, tu sais. Fait que ça, je pense que des fois, de prévenir aussi, ça règle des petits problèmes là, avant que ces problèmes-là arrivent. Là. Des fois, ça peut être payant. C'est vraiment, vraiment cool, mais surtout à plus petite échelle de hey, je vais séparer mon équipe en deux. Moi-même, je vais refer. Les Ouais. parents qui, 80%, connaissent pas les règles puis ont peut-être jamais vu de basket vont commencer à apprendre c'est quoi un marché, pourquoi le double dribble, pourquoi y a un jeune qui peut pas rester plus de 3 secondes à côté du panier, un petit peu de tout ça. Puis au moins, les parents arrivent un petit peu plus près. Fait que j'aime beaucoup ça. Oui. Et si tu veux pousser ça, Félix Arthur, là, c'est pendant la séance, là, tu arbitres avec un parent à tour de rôle. Tu le fais arbitrer avec toi. Là, ils vont voir que c'est pas nécessairement facile. Et en plus, au mini, souvent, c'est des tas qui se déplacent. Hein? Fait Ouais. c'est vraiment pas simple. Des fois, quand tu mets les chaussures de l'autre, ça peut te faire voir que c'est pas nécessairement facile. J'adore vraiment l'idée, honnêtement. En continuant de parler un petit peu du parent, l'autre réalité qu'on voit aussi au secondaire, mais qu'on voit surtout énormément au primaire, c'est le fameux rôle du parent-entraîneur. Tu veux-tu un petit peu parler des défis que ça apporte, des avantages aussi que ça a? Oui. Puis moi, écoute, j'ai eu des parents qui ont entraîné, puis j'ai été parent-entraîneur aussi. Moi, j'ai coaché ma fille. Il y a des défis, c'est sûr. Des défis. Je te dirais que l'avantage, c'est que, bon, ben, tu sais comment ta fille est coachée, ça, c'est sûr. L'inconvénient, c'est que souvent, en tout cas, moi, dans mon cas, ma fille, elle pensait que j'étais plus sévère avec elle qu'avec les autres, ce qui n'était pas le cas, je te rassure. Et à un moment donné, en tant que parent, je donnais le contrat de mon enfant à mon assistant. Je disais, c'est toi qui vas aller lui parler, c'est toi qui vas lui expliquer les choses. Fait que, tu sais, il y a des défis à ce niveau-là. Puis quand tu as des parents qui coachent dans la ligue, ben, le défi, je te dirais, c'est d'être là, puis de les soutenir, puis de les former. Tu sais, quand j'avais des parents qui s'impliquaient dans notre programme, ben, tu sais, je leur payais des cours de coach, des cliniques. Ça, c'est sûr. Moi, j'allais superviser des pratiques. Je leur fournissais une planification annuelle. Donc, j'avais fait OK. une planification annuelle avec ce qui était à travailler à chaque mois. Donc, ça, c'était important. Je donnais une clinique pour les coachs aussi en début de saison où j'expliquais mes drills que je préférais, tu sais, mes petits go-to là, que je leur expliquais. Puis je te dirais que ouais, c'est pas mal ça. L'encadrement, c'est un défi. Qu'ils comprennent aussi qu'ils sont là pour tout le monde, pas juste pour leur enfant. Ça aussi, là, il faut faire attention à ça. Mais je te dirais que très honnêtement, moi, j'ai été chanceux. La majorité des parents avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment des bonnes personnes. C'était des personnes qui étaient là pour les bonnes raisons. Fait que ça facilite grandement le travail. Là. Exact. Puis c'est cool aussi d'avoir
On parle souvent des inconvénients du parent-entraîneur, mais il y a aussi beaucoup de beaux avantages. C'est souvent des gens qui vont être très, très, très impliqués au sein de l'équipe, au sein du programme. Juste ça, ça fait une différence monstre, là, parce que on sait que c'est pas... Tu peux pas coacher pour l'argent, tu peux pas faire ça pour... Il n'y a aucune autre raison que pour la passion que tu peux faire ça. Fait que souvent d'avoir un parent entraîneur, ben, c'est des gens qui sont très, très impliqués au sein de l'équipe et qui veulent en général le bien de... Je pense quand même, en général, qu'ils veulent le bien de tout le monde au sein de l'équipe. Oui, puis tu sais, quand on était rendu là, tu sais, tantôt on parlait, tu sais, j'ai commencé à une équipe, j'en ai eu 2, mais à un moment donné, nous, on est tombé à un programme civil, puis on est passé à 5 équipes. C'est là que j'avais besoin de parents. On avait comme 4 équipes qui jouaient dans une petite ligue maison, donc qui pratiquaient, puis qu'ils jouaient une contre l'autre aux 2 semaines, à tour de rôle, si tu veux. Puis nous, on avait instauré des règles, justement, parce qu'on voulait que ce soit une famille. D'abord, nos 4 clubs s'appelaient pareil. C'était le même nom, avec le même logo, c'était les couleurs qui étaient différentes. Donc, on est un programme, tu sais. Puis moi, je leur avais dit, on travaille à développer ces petites filles-là. Ça, c'est important. Fait que quand on arrivait au soir de match, même, on s'assoyait les 2 coachs ensemble, puis on faisait nos présences ensemble pour s'assurer que les match-ups, c'était égal. Fait que, tu sais, ça faisait... On avait vraiment un esprit de famille. Puis, tu sais, ça, c'est important de créer ça quand tu as des parents dans ton programme au mini, là, tu sais, de les amener à comprendre que c'est quoi les raisons, pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, puis on va le faire ensemble. Puis d'être présent pour eux autres. Tu sais, c'est sûr que si j'ai un parent qui est entraîneur, puis je vais jamais superviser, je vais jamais voir, je lui donne pas d'outils, ça se pourrait que ça devienne problématique. Fait que, tu sais, c'est important de les encadrer puis de leur donner les bons outils. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, quand tu étais collégial, quand tu étais universitaire, est-ce qu'il y a des jeunes qui te disaient, OK, ça, leur base au primaire, ça a été bien acquis? Oui, il y en a, oui, puis il y en a que non, puis tu sais, on le voit assez rapidement. On le voit assez rapidement. Il y a des jeunes, on a beaucoup, tu sais, ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup des jeunes qui sont très skills, tu sais, il y a beaucoup d'écoles de basket, ils vont être capables de faire du handling, tout ça, mais tu sais, faire du handling puis déjouer un cône orange puis déjouer un joueur, c'est pas pareil. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit, tu sais, des jeunes, mettons, qui ont été coachés fort sur tous ces aspects-là, mais qui n'ont pas appris à jouer. Puis tu sais, je pense que c'est un tout au niveau du développement d'un jeune. Puis oui, on le voit collégial, puis on le voit rapidement là, que, tu sais, que ce soit au secondaire ou au collégial, sont où les lacunes? On le voit. Mais oui, pour répondre à ta question, il y en a des jeunes qui sont bien coachés encore, puis il y en a des jeunes qui arrivent avec un beau bagage. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis si demain, tu devais recommencer à coacher au primaire, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu mettrais en place là pour le sein de tes joueurs? Puisque là, tu as vraiment complété la pyramide là, du mini à l'universitaire. Comment tu aiderais tes jeunes pour qu'ils puissent se rendre le plus loin possible? Pas nécessairement universitaire, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais comment tu maximiserais ça? Je te dirais que je pense que j'irais encore plus sur la base que j'y allais. Vraiment. Tu sais, à développer puis à essayer d'apprendre aux jeunes l'importance de développer ces choses-là. Tu sais, des fois, en leur expliquant le pourquoi, justement. Peut-être que c'est quelque chose que ça, je ferais différemment, d'expliquer plus le pourquoi des affaires. Pourquoi c'est important que je passe avec ma main gauche? Tu sais, pourquoi c'est important que je sois à l'aise de dribbler des 2 mains, finir à 2 pieds, être capable de pivoter s'il y a un défenseur qui vient fermer. Je pense que c'est vraiment ça que je ferais différemment. J'accepterais, je te dirais, que le processus soit un peu plus long. Tu sais, même si j'accepte, c'était pas les résultats qui étaient importants pour moi, mais je voulais quand même qu'on avance. Tu sais, je trouvais ça important. Mais là, tu sais, je prendrais encore plus le temps de développer ce qu'ils ont à développer, quitte à ce que, tu sais, les marches de mon escalier soient un peu plus longues. Tu sais, mais quand on aurait terminé une marche, vraiment, on serait prêt à passer à l'autre step. C'est un peu ça, je pense, que je ferais différemment. J'aime vraiment ça. Puis on a parlé beaucoup du mini, mais au niveau du secondaire, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu mettrais en place si demain tu recommencerais au secondaire? Tu gères un programme au secondaire? Je te dirais exactement la même affaire que le programme mini.
Puis je le sais au secondaire, tu sais, on a des championnats de fin de saison, puis les ligues, puis tout ça. Mais des fois, les raccourcis, c'est tellement pas payant. Là, c'est aussi le conseiller pédagogique qui te parle. Tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, on apprend des choses, puis il y a des trucs qui vont faire que je vais être capable de faire quelque chose rapidement. Mais j'ai pas compris comment le faire. Puis quand j'arrive plus loin, ben là, il y a des lacunes. Tu sais, puis je pense que c'est un peu ça des fois. Puis je trouve qu'il y a des c'est beaucoup trop mis sur les résultats aujourd'hui, tu sais, que le développement. Puis on voit même des jeunes là, au secondaire qui changent d'école parce qu'ils veulent aller dans un autre programme. Parce que là, peut-être que je vais avoir plus de temps de jeu, peut-être que je vais performer plus, mais tu sais, je pense que c'est exactement la même chose. Ça serait d'expliquer pourquoi c'est important de prendre le temps de bien faire les choses. Puis des fois, c'est ça. Je comprends que le temps est un facteur, mais je trouve que des fois, on veut juste aller trop vite, puis on est prêt à prendre des shortcuts pour aller chercher une victoire de plus. Tu sais, mais il faut toujours avoir en tête le développement à long terme de mon athlète, puis c'est ça qui est important, puis c'est ça que des fois, on a tendance à oublier comme coach. Quand même assez en accord là, pour vivre un petit peu ces questionnements-là à l'interne de OK, où est-ce qu'on veut s'aligner, qu'est-ce qu'on veut faire, comment qu'on veut développer. C'est beaucoup de réflexions que des fois on a tendance à oublier ou un petit peu à dire ah ben on réglera le problème plus tard ou l'année d'après ou Ah, puis exact. Puis toi je quand pense que t'arrives non, vas-y. excuse-moi. Sais-tu quoi? Une autre affaire, je pense que je ferais, c'est que je ferais des équipes moins nombreuses, mais je ferais plus d'équipes. OK, comment Au ça? lieu d'avoir une équipe de 13, supposons, ou de 14, mais je ferais peut-être peut-être deux équipes de 8 ou, pour que les jeunes puissent avoir plus de terrain. Et que les jeunes, parce qu'à un moment donné, on les fait pratiquer, mais ça le prend le petit bonbon au bout. Là. Tu sais, c'est quand que tu vas avoir l'occasion de mettre en application ces choses-là, ben c'est quand tu vas être sur le terrain puis tu vas jouer des matchs. Fait que des fois, je trouve que d'en avoir trop dans une équipe, je trouve que c'est ça que ça fait, c'est que les jeunes ont passé l'opportunité après d'aller mettre en application, d'aller essayer, d'aller se situer même par rapport à aux acquis et aux apprentissages qu'ils ont pu faire au niveau du basket. Tu sais. Au secondaire, la même affaire. Tu sais, au lieu de faire des équipes à 14, fais-en deux équipes. Mais au moins, tes jeunes, ils vont y aller sur le terrain, puis t'as pas de jeunes qui vont partir déçus parce qu'ils vont avoir joué 2 minutes dans un match. Là. J'aime beaucoup l'idée. Je pense qu'il y a des gros challenges de disponibilité de gym puis de trouver Non, des ça, c'est entraîneurs dans sûr. tout ça. Mais c'est sûr que c'est une réflexion que on n'entend pas souvent puis qu'on voit pas souvent surtout. D'avoir des petites équipes de 7 8 joueurs puis ben, ils ont plus de reps, quitte à ce qu'ils pratiquent ensemble puis juste les matchs ils sont séparés. Tu sais. Exact, exact. Ça pourrait être une belle solution. Puis toi, quand tu arrives collégial, universitaire, c'est quoi les plus grandes lacunes que tu vois où est-ce que justement telle base sont pas acquises? Et, bonne question. Bonne question. Écoute, moi, je te dirais, les années que j'étais là, au niveau collégial, j'ai été choyé au niveau, au niveau de mes groupes de joueurs, vraiment, là. Euh, mon Dieu. C'est une excellente question, Félix Saptour. Je, je sais, j'avais discuté avec Guillaume ou avec toi, je me souviens plus. Je pense que c'était avec Guillaume où est-ce qu'il parlait que lui, dans ses premières pratiques, où est-ce que ses recrues arrivent, il travaillait beaucoup de pique, là, d'aller regarder le panier, de prendre le temps avant de placer la balle par terre. C'est-tu quelque chose que encore aujourd'hui, parce que ça date, là, cette discussion-là, c'est-tu quelque chose qu'encore aujourd'hui, tu me dis, ah oui, oui, dès qu'on commence avec nos cohortes à l'université, on travaille telle chose, telle chose, telle chose? Ben, ça, on le fait encore. On le fait encore beaucoup. Je te dirais que des fois, c'est ça d'avoir des actions qui sont trop prévisibles. Moi, je leur dis toujours, il faut toujours que le défenseur pense que tu regardes pour toi. Ça, c'est sûr. Et ça, ben oui, des fois, on le fait pas. On a tout de suite notre idée préconçue en tête. Fait que je reçois le ballon, je vais faire la passe, puis je regarde pas au panier. Puis des fois, c'est de regarder au panier, mais pas juste pour toi. Tu sais, tu peux avoir une coéquipière qui a fait une cote, n'importe quoi, puis là, ben, tu la vois pas. Fait que, tu sais, ça, oui, c'est quelque chose qu'on travaille encore. Ça, c'est certain. C'est même comme on en a parlé en masse du mouvement sans le ballon, mais ça, c'est de quoi qu'on travaille énormément aussi, là, tous les principes de pénétration, les mouvements du big à l'intérieur aussi. Donc, qu'est-ce que je fais sur une drive baseline? Qu'est-ce que je fais sur une drive dans le cœur, au centre? Ça, c'est des choses qu'on travaille, je dirais, là, à toutes les semaines. C'est des choses qu'on travaille. Puis, puis selon moi, c'est un petit peu mon avis personnel dans tout ça, mais tu sais,
Je trouve que c'est la facette au Québec qu'on est moins bon puis qui est le plus oublié. C'est tout ce mouvement-là de jouer sans la balle. Offensivement comme défensivement, là, le nombre de fois que tu vois des défenseurs juste regarder la balle, oublier leurs joueurs, ou je défends le big à l'intérieur. Là, c'est moi qui viens en aide, c'est que mon coéquipier, pas mon coéquipier, mais mon adversaire score à chaque fois. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement à bien enseigner. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Même quand on pratique, quand on fait du 2 contre 0 ou du 3 contre 0, tu sais, nous, on le répète tout le temps, il faut que tu fasses comme si on avait un défenseur. Il faut que tu le vois, il faut que tu l'imagines. Parce que des fois, ils font des passes, puis là, on leur dit, ben non, c'est ça, cette passe-là, ça n'arrivera pas. C'est sûr, ça n'arrivera pas. Oui, mais tu as raison. C'est des choses qui. Mais je pense que c'est un peu ça. Des fois, le temps peut être un enjeu aussi. C'est quand même, c'est long, apprendre ça, puis ça prend plusieurs années. Puis je pense qu'il faut que ce soit une philosophie de programme si on veut avoir du succès. Pas juste une philosophie d'un coach à un an. Quand tu regardes les programmes qui ont du succès au niveau du secondaire, souvent, ben, il y a des choses qui sont établies. Là. Tu sais qu'en Benjamin, on va travailler telle chose, en cadet, on va travailler telle chose, puis il y a une ligne directrice qui est là. Fait que, tu sais, ça, puis quand ces choses-là s'y retrouvent, justement, d'apprendre à bouger sans la balle, ben, tu sais, là, on voit qu'il y a une progression, puis là, ben, ça fait des joueurs que quand ils arrivent à un autre niveau, qu'ils sont capables de le faire. Est-ce que défensivement, en arrivant à l'universitaire, il y a encore des grosses lacunes ou ça, en Oh, général, c'est assez bien appris? non, non, il y en a encore des lacunes. Il y en a encore des lacunes. Nous, on travaille encore à garder le nombril à notre joueur, tu sais, OK. à sauter à la balle, à comprendre que plus tu montes en haut de la pyramide, tu sais, les joueurs ont besoin de séparation pour lancer ou pour attaquer le panier. Il y a beaucoup d'anticipation, puis d'avoir ce sentiment d'urgence-là en défense, de toujours vouloir, puis de travailler ensemble défensivement. C'est pas je défends le bassin, c'est on défend à 5. Guillaume dit tout le temps, on 5, on est 5. Là. C'est comme, si on travaille ensemble, ça devrait bien aller. Puis la communication, Félix Arthur, la communication, ça, c'est vraiment pas facile. Puis une bonne équipe qui communique bien défensivement va être beaucoup plus efficace. Mais ça, là, tu vois, ça en est un point que je travaillerais peut-être plus justement avec mon mini, leur apprendre à communiquer sur le terrain. Puis comment le faire aussi. Tu sais, je dis quoi, là? Exact. Moi, là, ma question, c'est comment le faire? Ben, tu sais, d'utiliser des bons mots, des mots qui sont simples. Puis, tu sais, à quel moment je le dis, ben, tu sais, c'est toujours quand je communique défensivement, entre autres sur les écrans. Nous, on dit tout le temps, tu communiques tôt, tu communiques fort, puis tu communiques souvent, tu sais. Puis là, ben, le mot va dépendre du coverage qu'on fait, puis tout ça, mais d'avoir des mots simples aussi, puis, tu sais, de le travailler tout le temps. Tout le temps. Écoute, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais assisté à une clinique de Eddie Pomikala. Je sais pas si tu le connais, Eddie. Puis lui, dans tous ses exercices, même au niveau universitaire avec ses équipes masculines, quand tu faisais une passe à quelqu'un d'autre, il fallait que tu nommes son nom. Tu sais, ça, c'était une façon pour lui de communiquer. Puis dans chaque exercice comme ça, il y avait des aspects de communication qui étaient intégrés. Fait que, tu sais, mais ça, c'est hyper, hyper important. Il y a des joueuses qui arrivent, peu importe le niveau, puis qui sont muettes sur le terrain. Tu sais, t'es supposé entendre parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, Puis, je sais pas si c'est quelque chose que tu remarques. Je trouve que de plus en plus, les jeunes se partent un petit peu avec le mindset. J'ai aimé le côté sentiment d'urgence, mais de pas perdre leur rencontre 1. Je trouve qu'on arrive de plus en plus avec des jeunes qui je me suis fait battre dans mon rencontre 1, c'est pas grave, l'aide défensive, elle s'en vient. Ah, mais c'est grave. Idéalement, on veut pas tomber dans l'aide défensive. exact. Puis ça me fait rire. Là, quand justement, écoute, la dernière partie mini que j'ai vue, une fille qui se fait battre, au lieu de courir après, elle crie justement aide, aide. Ah non, ça fond. Mais ça, je suis tellement d'accord avec toi, tu sais. Mais tu sais, je pense que ça vient un peu comme avec la philosophie des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas mal plus trippant puis pas mal plus cool de faire des choses offensivement que défensivement. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu le défi qu'on a, tu sais, mais oui, tu as raison. Puis gagner ces batailles à 1 contre 1, ça, nous, c'est primordial. Tu sais, universitaire, il faut que tu sois capable de gagner tes batailles à 1 contre 1, de garder le joueur devant toi. Puis idéalement, tu sais, dans le monde idéal, tu seras d'accord avec moi, on veut aucune rotation défensive. Dans le monde Exact. idéal. Fait que ça commence par là, par ton 1 contre 1. Puis, tu sais, mais c'est ça. Mais ça, il faut développer ça, tu sais. Puis, moi, je leur disais souvent,
Puis peu importe le niveau que je coachais, je disais souvent à mes athlètes, si tu veux devenir meilleur, ben, quand tu vas entrer dans le gym puis tu as pratiqué une situation, va pratiquer avec la personne que tu penses qui est la meilleure de cette situation. Fait que si on fait du 1 contre 1, ben moi, je rentre dans le gym puis je le sais, Félix Arthur, que t'es le meilleur driver de notre équipe, t'as le meilleur first step puis tout. Ben moi, c'est avec toi que je veux travailler. Parce que si je suis capable de t'arrêter toi après, je vais m'arrêter plusieurs autres joueurs. Puis d'être un bon coéquipier, là, pour moi aussi, c'est de rendre la tâche difficile à ton coéquipier, tu sais, de le respecter puis de le faire travailler pour vrai. Puis ça, à tous les niveaux, on en voit des athlètes qui, des fois, ils osent pas. Tu sais, c'est comme... c'est ça, Ben, tu sais. ça rentre un petit peu dans apprendre à compétitionner. Souvent, on y pense, puis on en parle en parlant de situation de match, puis de gagner, puis de perdre. Mais je pense que c'est aussi d'apprendre à, OK, là, je suis en pratique. Puis oui, il y a la pratique, il y a ce que le coach veut, puis bien faire les choses en pratique, mais il y a de apprendre à, hey, si je peux te battre dans mon 1 contre 1, je vais te battre. Puis à l'inverse, je vais être sûr que toi, si moi je te défends, je vais être sûr que tu sois pas capable de me passer, tu sais. Je veux Exact. compétitionner aussi comme ça. Ah non, absolument. Tu as tout à fait raison. Puis quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, ben c'est sûr qu'après chaque pratique, tu deviens meilleur. Tout le monde devient meilleur. Tu sais? Exact. Puis tu nous as parlé un petit peu plus tôt là, de formation d'entraîneur, que toi t'en donnais beaucoup, mais tu les envoyais beaucoup. Tu leur payais des formations pour qu'ils puissent aller voir des formations. Quel genre de formation? C'est qui donnait ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins ce genre de formation-là. Ouais, mais t'as raison. T'as raison. Mais tu sais, moi, souvent, c'était les formations de la fédération, là. Tu sais, les niveaux. Puis après ça, d'aller voir des pratiques de d'autres coachs. Moi, je pense que ça, c'est une excellente formation. Puis de faire venir du monde. Tu sais, il faut pas avoir peur comme coach d'aller chercher des ressources. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu vas demander l'aide de quelqu'un que ça veut dire que t'es pas un bon coach, au contraire. Tu sais, le meilleur coach, c'est le meilleur voleur. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un bon voleur. Tu sais, j'allais chercher ce que les autres coachs faisaient de bien, puis j'essayais de l'amener dans ma pratique. Puis je le faisais beaucoup mini, ça. Inviter des gens, tu sais, quand je savais que quelqu'un était bon, je sais pas, moi, je voulais travailler mon close-up défensif, puis je savais que cette personne-là l'enseignait vraiment bien. Ben, j'invitais cette personne-là à venir l'enseigner à mes joueurs, tu sais. Puis dans ce temps-là, ben, tu sais, j'invitais les autres coachs du programme. Viens voir. Tu sais? Fait que, puis moi, je l'ai fait beaucoup, ça. Puis je trouve que, tu sais, même toi, Félix Arthur, t'es venu avoir des pratiques. Tu sais, ça, là, c'est tellement gagnant, c'est une bonne pratique. Puis des fois, on dirait, tantôt, tu parlais, tu sais, des entraîneurs qui sont gênés, qui osent pas trop. Puis, tu sais, c'est vrai, là. Mais moi, je me suis jamais gêné. À chaque fois que je voulais aller voir, je trouvais qu'un coach, ça avait l'air bien ce qu'il faisait. Ben, on envoyait un courriel. Oui, il y en a qui m'ont dit non, mais la majorité m'ont dit oui. Là, tu sais, il y en a plusieurs des coachs que leur porte est ouverte puis qui vont laisser rentrer les gens. Euh, puis ça en est une bonne façon d'apprendre puis d'échanger. Puis je te dirais que même Vraiment. encore là, tu sais, je vois du mini régulièrement, là, vu que ma fille, elle gère un programme, puis Félix Arthur, pour vrai, je retiens des phrases que les coachs mini ils disent des fois, puis je me dis, hey, ça, c'est génial ce qu'il vient de dire là. Tu sais, le mini t'apporte cette opportunité-là de développer la base, puis de travailler avec des gens qui connaissent ou qui ont eu peu de contact avec le sport. Il faut que tu sois original des fois dans ta façon de le demander, dans les drills que tu vas faire. Puis moi, j'adore ça. Puis je te dirais que régulièrement encore, je vois des coachs mini, puis je me dis, ah, ça, cette phrase-là, je retiens ça. Tu sais. Exact. Puis je pense que même si tu coaches plus haut niveau, même si t'en as peu fait ou t'en as peut-être même jamais coaché du mini, de coacher ce niveau-là, juste à la limite sur une petite période, moi je l'avais fait sur l'été passé, d'aller coacher c'est pas du mini, mais on sort de ça du U13, là, fait que dans tout ça, du U12 ou 13, c'est challengeant d'arriver avec des jeunes qui connaissent vraiment peu de trucs, là. Fait que, ok, comment je vais les rendre concrets, comment je vais leur réussir à leur expliquer tout ça. Puis moi, comme entraîneur, j'avais vraiment progressé sur ma vulgarisation puis sur bien expliquer les concepts. Je me trouvais beaucoup plus clair à la fin de mon été par rapport au début de l'été dans tout. Même quand je retombais avec les plus vieux. Tu sais. Exact. Sais-tu quoi? Des fois, on se rappelle aussi pourquoi on fait des choses. Parce que quand ça fait plusieurs années que tu coaches, il y a des choses qui deviennent comme mécaniques. Tu te rappelles plus pourquoi tu le fais. De retourner avec la base, là, ça nous ramène justement. Puis là, on dit, ah oui, c'est vrai. Là, je me rappelle pourquoi, tu sais. Si tu avais à construire ton coaching staff de rêve pour coacher ce que tu veux, autant du mini que du universitaire, ça serait qui puis pourquoi? Et ça, c'est une excellente question. Je vais te dire, écoute, coach, staff de rêve.
Je te dirais, pour le plus haut niveau, je peux aller partout. Là. Tu peux aller partout. Moi, je te dirais que, tu sais, au niveau universitaire, il y a un coach, ça fait longtemps que je suis, puis que j'adorerais pouvoir travailler avec cette personne-là, puis l'avoir dans mon programme. C'est Gino Auriemma à UConn avec les filles. T'écoutes ses entrevues, puis tu sais, les valeurs de ce gars-là, comment il amène les athlètes à compétitionner, comment il va chercher le meilleur de ses athlètes. Et, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Tu sais, je te dirais que j'apprends encore beaucoup à écouter puis à lire des choses, tu sais, sur ses pratiques, que je te dirais, là. Fait que ça, pour moi, lui, ça a vraiment été un modèle. Tu sais, il y a beaucoup de drills que lui il fait, tu sais, que j'essaie d'amener dans ma pratique. Puis j'essaie toujours aussi, il y a une phrase qu'il a dit, qui m'a marqué, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est la façon dont on le fait. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était fait dire pourquoi il y avait autant de succès, puis il avait dit, moi, je fais rien d'extraordinaire, c'est comment on fait les choses qui sont importantes. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je te dirais que c'est pas mal lui. Si j'avais à partir d'un programme mini, c'est quelqu'un que tu connais, que j'irais chercher, c'est sûr, c'est Olivier Lebel. Olivier Lebel, qui est un pédagogue extraordinaire, puis qui fait grandir les joueurs, mais pas juste comme joueur de basket, qui les fait grandir comme être humain aussi. C'est quelqu'un avec qui même j'ai eu la chance de coacher pendant quelques années. On avait des équipes ensemble. Puis c'est quelqu'un avec qui j'ai appris beaucoup sur le point de vue humain, là. Tu sais, ça, c'est quelqu'un avec qui j'adorerais coacher, c'est sûr et certain. C'est sûr que je peux pas passer sous silence mon collègue Guillaume. Guillaume, c'est le gars avec le plus grand souci du détail que j'ai vu. Donc, c'est vraiment le fun de travailler avec lui. On apprend beaucoup par rapport à ça. Des fois, juste l'angle de l'écran. Vraiment, les petits détails qui vont faire qu'on va devenir meilleur. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je te dirais que ces trois personnes-là, c'est pas mal des gens là, que j'apprécie beaucoup. Sacré coaching staff, là. Ouais, ça serait pas si pire. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes coachs qui commencent, D'être là pour les bonnes raisons, prendre le temps de y aller une étape à la fois, de pas vouloir sauter, de se faire un plan, de le respecter, de s'assurer que les jeunes vont revenir l'année d'après. Et comme je te disais, là, moi, j'ai toujours pensé que on évalue un coach non pas au nombre de ses bannières et de ses médailles, mais à la rétention de ses joueurs puis au nombre de ses joueurs qui passent au niveau supérieur. Moi, c'est comme ça que je mesure un coach est bon ou non. Fait que, tu sais, vraiment de prendre le temps, de mettre les choses à la bonne place, puis de travailler autant l'humain que le joueur de basket. Ça, c'est important. Il y a un monsieur en éducation avec qui j'ai déjà travaillé qui s'appelle Égide Royer, qui est un spécialiste du comportement, puis qui disait qu'avant de soigner les têtes, il faut soigner les cœurs. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis je pense qu'avec nos athlètes, il faut que ce soit ça aussi. T'sais, si l'athlète est bien dans le gym, qui est heureux, il va revenir. S'il revient et qu'il travaille, il va devenir meilleur. C'est pas mal relié ensemble, je te dirais. Puis de ne pas avoir peur de poser des questions, de demander de l'aide, de sortir, d'aller voir d'autres coachs. Ça, c'est important. Puis si je pouvais parler aux jeunes moi, je dirais de le faire encore plus. T'sais. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Christian. Ben écoute, ça fait plaisir. C'est vraiment, vraiment cool. Super expérience. Écoute, c'est toujours plaisant. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à m'écrire, à commenter puis à vous abonner. J'adore ça, échanger avec vous. Puis surtout, c'est le meilleur moyen pour avoir du contenu qui va vous plaire parce que justement cet épisode-là vient d'un échange que j'ai eu avec quelqu'un. Si jamais tu entends ça, je sais que tu vas te reconnaître, mais qui m'avait écrit justement, j'aimerais savoir un épisode sur le mini basketball. On n'en parle pas beaucoup. Je pense que des choses intéressantes qui pourraient être apportées. Si tu as des idées d'épisodes, des idées de personnes, n'hésite pas à venir m'écrire. Puis dernier truc, si vous voulez aller plus loin, il y a maintenant le Patreon du 5e quart. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de couper le contenu, mais c'est d'en offrir plus. Des prolongations de discussion, du contenu exclusif, puis ça te permet d'avoir les épisodes jusqu'à 2 semaines en avant. Pour cet épisode-là, il y a un extrait avec Christian de 15 à 20 minutes qui est disponible, juste où est-ce qu'on pousse un petit peu plus la réflexion. Merci beaucoup pour le support, puis on se revoit très 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 bientôt pour un prochain épisode du 5e quart. Salut tout le monde!